On est souvent d'accord avec ce qui est partagé par nos invités, mais pas toujours. Donc, s'il vous plaît, tenez-nous-en pas trop rigueur. L'objectif, c'est d'échanger ouvertement afin de mieux se comprendre. Alors, bienvenue chez vous et bonne écoute. Bonjour, bonsoir, bienvenue à Maudite Marge, le podcast sur la marginalité de l'organisme En Marge 12-17. Je me présente Tristan Delorme, directeur de l'organisme. Et aujourd'hui, j'ai deux belles personnes avec moi qui vont parler de savoir expérientiel, de diversité d'inclusion, de projets d'hébergement bien particuliers aussi. Et bon, peut-être qu'on va parler de politique, mais on verra comment ça va dans l'épisode. Parce qu'on est quand même la journée du lendemain des élections. On va pas aborder vraiment le détail de ce qui s'est passé, mais quand même, pour vous faire un repère temporel, des fois c'est important pour savoir, il y a tellement de changements politiques et dans le monde, dans les actualités. Sachez que nous enregistrons le mardi 29 avril 2025. Et qu'il y a tout un contexte associé, peut-être. Donc, voilà. Mais oui, plein de beaux sujets. Et on a une personne qui aurait dû être avec nous aussi il y a quelques temps, puis finalement, ça n'a pas marché. On a fait un changement d'horaire. Et finalement, cette personne est avec nous. Fait que je vais commencer par cette personne-là pour lui laisser l'occasion de se présenter. Et ensuite, on va aller de l'autre côté. Donc, cool. À toi, qui es-tu devant moi? Moi, c'est Nathan, travailleur de rue pour En Marge 12-17. Puis je suis ici pour parler un peu de mon travail dans la rue. On travaille En Marge, à chaque fois, on le localise à moitié. On se dit pas loin, Papineau, Baudry, etc. Fait que, on se retrouve quand même dans le quartier gay. Je travaille beaucoup avec la communauté queer. Je suis investi dans différents organismes communautaires aussi qui travaillent avec cette communauté-là. Et je suis là pour amener mon expérience subjective là-dessus. Merci, Nate. Et tu as plein de projets d'aspiration, j'en doute pas aussi. Oui, exactement, que je sais pas à quel point est-ce que je peux ou pas parler, fait que je reste dans le mystère. C'est important de tease un petit peu les choses tranquillement. Les gens vont revenir. Dans saison 3, épisode 4, on va en parler. Fait que restez avec nous. Soyez là. Oui. Et de l'autre côté, qui est-ce qu'on a? Oui, donc moi, c'est Aurélie. Je suis coordinatrice du projet de Maison Lambda qui vise en fait à établir un refuge en hébergement d'urgence par et pour les personnes de la diversité de genre. Donc en fait, moi, je suis ici, entre autres, pour parler un petit peu de ce projet-là, de parler des besoins qui sont spécifiques à cette population-là. On en parle de plus en plus, en fait, de l'itinérance des personnes trans, mais il y a encore un gros trou, en fait, dans les savoirs tant académiques, qu'il n'y a pas beaucoup de savoir à ce niveau-là. Et on commence tout juste à aller chercher ces voies-là, à aller chercher ce savoir expérientiel-là. Donc, j'espère pouvoir amener mes propres connaissances en tant que personne qui a beaucoup travaillé avec cette population-là et qui est familière avec ces enjeux-là. Incroyable intro. Ben, merci, Nate. Merci à vous deux. Avant d'aller plus loin, on a quand même esquissé de quoi on va parler aujourd'hui quand même. Là, ça touche bien nos sujets. Mais on a une petite présentation. Puis là, moi, je suis bien excité parce qu'à chaque fois, j'ai aucune idée de ce qui va être présenté. Donc, je fais vraiment une réaction à vif. Ouh là là. Non, sur les objets, dans le fond, on a une petite... on est à l'épisode 7 quand même, ça fait un petit bout. On a une présentation d'objets marginaux, donc qui vont constituer notre décor. Vous allez voir derrière Nate et Aurélie qu'on a plein d'objets. Pourquoi c'est là? Si vous voulez savoir pourquoi c'est là, vous devez écouter les autres épisodes parce que ce qu'on fait, c'est qu'on demande à nos invités de parler de la marginalité et de l'imager un peu avec un objet. Pourquoi cet objet représente la marginalité et personnellement et professionnellement et comme vous le sentez. Donc, moi, j'ai bien hâte d'être surpris maintenant et de vous laisser présenter. On va être de l'autre côté, peut-être avec Aurélie. Est-ce que tu veux commencer par nous présenter ton objet? Oui, j'ai ça dans ma poche, en fait. Écoute,
J'ai amené un sac poubelle. J'ai amené un sac poubelle, en fait, qui, pour moi, ça semblait un bon objet à amener parce que c'est très peu glamour. En fait, ça reste un sac poubelle et je pense que ça représente assez bien les réalités parce que, on le sait, les personnes qui sont en situation d'itinérance vont souvent vivre dans les sacs poubelles, qui vont souvent trimballer leurs objets personnels, leur linge, leurs documents importants, tout ça, dans des sacs poubelles parce qu'ils sont pas en mesure de pouvoir s'acheter un sac à dos ou sinon ils se le font voler. De mes propres expériences en tant qu'intervenante en refuge, je donne beaucoup de sacs poubelles à mes résidents pour qu'ils puissent remballer leurs affaires. Je pense que ça représente aussi bien de la façon que plusieurs personnes sont traitées, en fait. Souvent traitées comme des déchets, malheureusement. Donc, je pense que c'était vraiment pour ces raisons-là que c'était un objet qui représentait bien la marginalité. Très évocateur, direct, au point. Je pense qu'on comprend bien. Puis peut-être que je vais même utiliser ce sac-là pour transporter les autres objets marginaux dans le futur. Donc, on aura peut-être un symbole de la marginalité qui englobe d'autres symboles de marginalité. On a quelque chose, là, peut-être. Il y a de quoi faire. Ouais. Très cool. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a un lighter. Oh. Ouais. Puis là, j'en ai acheté une coupe parce que en tant que TR, c'est aussi des trucs que je donne à des jeunes puis que je garde. J'ai comme un fil, je sais pas si ça se voit, qui est accroché à mon sac tout le temps pour les pelles, mais il y a quand même. Ouais. Je le perds quand même. Alors voilà, et pour plein de raisons. Puis là, j'avais comme une liste, puis j'étais full préparé, puis c'est mental, puis là, avec comme la nervosité, puis comme l'extase d'être présent, je vais peut-être en oublier, mais pour c'est souvent, tu sais, ça peut être full overlooked, genre c'est tout petit, ça comme, mais pourtant ça a tellement une grosse force. Tu sais, c'est en soi, là, c'est vraiment quelque chose qui peut être puissant, qui part des affaires énormes. Puis je pense que les jeunes avec lesquels on travaille dans la communauté, qui sont marginalisés, c'est des jeunes qui ont aussi, tu sais, qui peuvent être overlooked vraiment, puis de comme pas voir tout le potentiel de ces jeunes-là. C'est aussi quelque chose qui, justement, comme je le dis, ça se perd. C'est pas nécessairement que ça se perd, mais plus que ça se partage, ça se promène dans la communauté. C'est vraiment comme, je pense que c'est un signe de comme solidarité, puis on en a parlé dans les autres podcasts. Si on n'a pas écouté les autres podcasts, ça le mentionne. Merci pour la pub. Ça me fait plaisir tout le temps. Fait que c'est ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui se passe de main en main puis qui a comme une signification, tu sais, des fois t'es comme, là, ceux-là sont plus ou moins originaux, mais bon, il y en a plein avec, des fois tu le sais, c'est comme, hey, celui-là, c'était à telle personne que j'ai rencontré à tel parc, puis ça a comme une signification spécifique. Puis, tu sais, ça peut être mouillé, tu peux marcher dessus, puis genre, ça fonctionne encore, il y a comme une signe de ce mot-là, je pense qu'il a été beaucoup utilisé dans les dernières années, mais de résilience qui est là, tu sais, qui est comme un buzzword qui vient avec ça. Puis voilà. Fait que, puis tu sais, c'est quelque chose de survie aussi, tu peux l'utiliser, puis c'est autonome. Genre, t'as pas besoin de rien d'autre, ça marche comme ça, tu sais, je pense que les jeunes avec lesquels on travaille sont, de par la marginalité, amenés à devoir se baser sur leurs propres ressources personnelles, tu sais, puis ils n'ont pas tout le temps accès à plein de ressources externes. Fait qu'il y a aussi ça de comme, c'est self-sufficient. Voilà. Alors, je peux te laisser les deux ou la couleur que tu préfères. Les deux, ben voilà. Là, c'est la première fois que je reçois 2 objets. Non, c'est pas vrai, on a reçu 2 bottes derrière, donc... Tu choisiras ton préféré, sinon. Puis, wow, trop de pression. Mais merci. Puis en plus, tu donnes... Tu sais, c'est un objet sur lequel tu donnes juste un petit coup de pouce, puis tu vois le feu s'allumer. Donc, voilà. C'est comme le rôle du travailleur de rue aussi, exactement. Peut-être. Wow. On peut pas être travailleur de rue sans avoir... de lighter aussi. Exact, c'est quand même un outil de travail. C'est ça. Souvent, non, je suis juste une fraude si j'en ai pas. Là. Ben, merci. Ça va bien se rajouter sur notre super tissu de la marginalité qui se construit au fur et à mesure. Donc, merci pour tout ça. OK, aujourd'hui, on parle de tous ces sujets-là. On parle de cette marginalité très marginale même, je dirais. J'irais dans le vif du sujet directement avec Aurélie parce que tu es ici pour nous parler d'un hébergement d'urgence. Puis on connaît ça en marge des hébergements d'urgence. On en est un depuis 33 ans et des poussières maintenant. Mais donc,
pourquoi la nécessité d'un hébergement d'urgence pour les personnes de la diversité de genre spécifiquement? Comment est-ce que vous avez décidé de partir ce projet-là? Ça vient de Jeunesse Lambda à la base, l'organisation, puis là, ça devient son propre organisme, de ce que je comprends. Peux-tu nous parler un peu de ça? Pourquoi est-ce que ça voit le jour ou c'est en train de voir le jour en ce moment? C'est exact. En fait, en ce moment, on est en processus d'incorporation pour devenir un organisme à but non lucratif à part entière. Je vais pas trop m'étendre sur toute la paperasse administrative. Non, je pense que ça intéresse vraiment tout le monde. C'est pour ça que les gens sont là. C'est sûr. Mais, en fait, effectivement, l'idée vient de l'organisme Jeunesse Lambda, qui est situé dans le centre-sud, qui agit beaucoup avec les jeunes de la communauté de LGBTQ+, entre 14 et 30 ans. De base, ce n'est pas un organisme qui agit en itinérance, mais de par sa localisation dans un des hotspots dans le quartier gay de l'itinérance et des hauts taux d'itinérance de la communauté, ben, Jeunesse Lambda se retrouve vraiment à travailler avec beaucoup de personnes en situation d'itinérance. Donc, en fait, l'idée est venue après la tuerie qu'il y a eu à un club gay à Orlando, en Floride. Si je me rappelle bien, en 2016-ish, dans ces eaux-là. En fait, que l'équipe s'est dit que suite à cet événement-là, il fallait vraiment se retrouver en communauté, un endroit où est-ce que les personnes les plus marginales de notre communauté pourraient être en sécurité. Donc, l'idée a fermenté un petit peu, ça a germé dans les esprits pendant plusieurs années, en fait. Et c'est au courant des 3 dernières années que le projet a commencé à se concrétiser. Au début, on pensait vraiment à un refuge pour toutes les personnes de LGBTQ+, donc les personnes bisexuelles, lesbiennes, gays, mais qui seraient cisgenres. On envisageait le projet qui serait ouvert à cette population-là également, mais en parlant avec des personnes qui ont vécu la rue, on s'est rendu compte que le besoin était beaucoup plus présent pour les personnes trans, non-binaires de la diversité de genre, et que ces personnes-là elles-mêmes réclamer un refuge spécifiquement pour les personnes trans parce qu'on se rendait compte en fait que même les personnes cis de la communauté pouvaient commettre des micro-agressions, puis c'est quelque chose qui nous a malheureusement souvent été nommé. Et c'est pour ça qu'on a décidé de pivoter plus pour les personnes trans uniquement. Là, c'est certain que c'est une des grosses raisons qui nous ont mené à faire un refuge spécifiquement pour les personnes trans. Mais on se rend compte aussi qu'il y a vraiment un gros trou de service. Comme je nommais plus tôt, il y a très peu de savoirs académiques qui sont présents, qui sont accessibles en ce moment. Mais qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une très haute proportion de personnes trans qui évitent carrément les refuges, soit pour éviter des micro-agressions, des fois carrément des agressions. Ouais. Des fois, oui, des macro-agressions, malheureusement. Les personnes vont éviter les refuges pour éviter les agressions autant des autres usagers que malheureusement même des intervenants par bout. On se rend aussi compte qu'aller dans une ressource genrée quand t'es non-binaire, c'est assez compliqué. Des fois, une femme trans, donc qui s'identifie, qui est une femme, mais qui a été assignée homme à la naissance, ça peut être assez compliqué d'aller dans les refuges pour femmes parce qu'il va souvent avoir des critères de passation de genre assez intenses. Du même côté pour les hommes trans, donc l'opposé qui sont des hommes assignés femmes à la naissance. Pour les hommes trans, c'est carrément pas safe d'aller dans un refuge pour hommes spécifiquement sans s'exposer à un paquet de violences à caractère sexuel. Donc, c'est plusieurs raisons qui font que les personnes trans évitent les refuges carrément. Et en évitant les refuges, on va également éviter tous les outils qui sont disponibles aux autres personnes. Donc, l'accompagnement par les intervenants, l'accès à des soins de santé à travers les équipes proxy de CLSC, tous les programmes de réinsertion vont être beaucoup moins accessibles, ce qui fait que les épisodes d'itinérance des personnes trans vont s'allonger. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on veut créer un refuge où est-ce que les personnes trans vont être en sécurité, où est-ce qu'ils vont pouvoir s'exprimer et avoir la présentation de genre qu'elles veulent en toute sécurité, sans critères de passation, pour pouvoir être en sécurité, avoir accès à des services adaptés pour eux qui vont pouvoir les aider à faire ce qu'elles veulent faire et accomplir les projets qu'elles ont en tête. Vraiment la base, dans le fond, que les autres personnes auraient dans un refuge d'urgence également aussi.
Nate, est-ce que c'est quelque chose que tu vois dans ton travail? Cette pertinence-là, particulièrement pour les personnes trans. Puis je vous enverrai aussi la question, est-ce qu'il y aurait est-ce qu'il y a des refuges pour les autres personnes de la communauté aussi qui sont présentes? Depuis 2016, quand même, il y a eu de l'évolution qui a été faite. Puis ça fait 3 ans quand même, peut-être dans le projet. Il y a quand même d'autres initiatives qui se font, j'imagine, de part et d'autre, des gens qui sont influencés, des organisations qui sont influencées par le mouvement. Est-ce que vous voyez des bons coups aussi à ce niveau-là? Tu sais, oui, la réponse courte. La réponse, tu sais, est-ce que je vois ce que Aurélie explique définitivement? Je pense que, tu sais, il y a plein de choses qui mériteraient d'être mentionnées. Je pense que, tu sais, Jeunesse Lambda travaille de par sa présence dans un hotspot, comme tu le décris, avec des jeunes en itinérance. Mais je pense qu'à partir du moment où tu fais partie de cette communauté-là, il y a une potentialité qui est plus élevée que la population générale par la marginalisation, par la discrimination, de vivre de l'itinérance de plein de façons. Puis ça peut aussi être vraiment plus caché. Tu sais, que tu vas genre, je pense que je connais beaucoup de jeunes qui vont comme couchsurfer, qui utilisent pas les ressources parce que toutes les raisons que tu as nommées ou parce que c'est un peu moins ce qu'ils considèrent être un besoin parce que c'est ponctuel, puis ci, puis ça, mais ça reste un type d'itinérance. Fait que je pense qu'il y a plein d'enjeux qui s'installent par rapport à ça, puis qui sont souvent pas perçus du tout. Puis, tu sais, comme tu parlais de l'idée du passing, puis de comment est-ce que il y a une représentation de l'identité, de l'expression de genre qui devrait être en accord avec la binarité que la société s'attend, qui amène cette discrimination-là. Puis on entend aussi beaucoup l'idée selon laquelle les hébergements puis les refuges vont être comme « Ah, mais tu sais, ton jeune, il risque d'être discriminé, il risque d'être intimidé par nos jeunes parce que nos jeunes sont pas assez. » Fait que c'est comme pour protéger, il l'amène comme dans un objectif de protéger le jeune qui est déjà marginalisé, mais en fait, il protège le confort des jeunes qui sont pas discriminés puis qui sont pas autant marginalisés ou du moins pas de cette façon-là, qui ont probablement d'autres enjeux de marginalisation dans leur vie quand même. Quand tu parles de passing, juste pour être sûr de clarifier pour les gens qui nous écoutent. Oui, ben tu sais, comme Aurélie le nommait, il y a comme les hommes trans, les filles trans, puis je pense que ben il y a toute cette idée-là de comme quand tu t'identifies à un homme trans, les gens, puis que tu le nommes, les gens s'attendent à ce que tu ailles toutes la représentation de l'expression de genre masculine, c'est dans la façon dont tu t'habilles, dans la façon dont tu te présentes, dans la façon dont tu bouges, dans la façon dont tu parles, dans la façon dont tu as de la pilosité sur le visage, c'est tous ces caractères secondaires-là de la puberté vont comme s'attendre à le faire, puis il y a comme une association de, ben si tu es un homme trans, therefore tu dois avoir accès à l'hormonothérapie, non seulement avoir accès, mais tu dois l'utiliser, puis il y a plein d'enjeux aussi d'accessibilité à ces ressources-là quand tu es marginalisé puis que tu es en précarité résidentielle, autant pour l'hormonothérapie, parce que je veux dire, continuer une hormonothérapie constante quand t'as rien de constant dans ta vie, outre que le changement tout le temps, puis de pas savoir où tu dors, tu sais, tu perds tes trucs, c'est difficile de garder une brosse à dents sur toi, de te rappeler à faire ta shot à chaque semaine, ou de passer ton gel à chaque jour quand t'as pas de douche, t'as pas accès, tu sais, comme en survie, c'est pas quelque chose qui, peu importe à quel point est-ce que ça peut être primordial pour la santé mentale de l'individu, c'est malheureusement pas quelque chose qui est tout le temps accessible. Fait que c'est comme on demande aux jeunes, là je parle aux jeunes, mais tu sais, c'est à tout le monde aussi, c'est ça, d'être représentatif ou représentative des stéréotypes genrés pour avoir accès à, tu sais, quand on parlait, mettons, de justement, c'est quoi les critères pour qu'ils puissent être à la télé, tu sais, des fois, c'est comme, ben, faudrait que tu sois habillé comme une fille si t'es une fille trans, mais je suis comme, si j'ai pas accès, puis que même aller en friperie, c'est pas possible pour moi parce que j'ai pas d'argent, comment tu t'attends à ce que j'aille des jupes puis des robes? Genre, comment tu t'attends, même si c'était quelque chose que je voudrais avoir, tu sais, ce qui est pas nécessairement le cas, c'est tout autant valide, c'est peu importe, si on doit rien, l'identité, c'est de genre, c'est super personnel, puis ça devrait pas être représentatif. Puis là, quand on parle des personnes non-binaires, ben ça vient aussi. Ouais, c'est ça, voilà. On a entendu plein de jeunes là, qui nous ont dit qu'ils ont dû se déguiser ou en tout cas faire comme si pour rentrer dans une ressource, pour avoir accès à un lit aussi, parce que sinon ça bloquait, puis ça bloquait partout parce qu'il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des ressources que vous avez vues qui, dans le fond, qui travaillent avec vous, qui vous ont un peu influencé, puis qui ont envie de s'ouvrir là-dessus? Je sais qu'en marge, on a essayé d'ouvrir justement une chambre à ce niveau-là pour personnes trans qui puissent venir aussi, qui est plus isolée, qui permet d'avoir le plus possible, le moins possible de microagressions dans les faits. Mais est-ce que vous avez vu quand même une espèce d'élan de solidarité dans les autres ressources depuis votre début du projet? Tu veux commencer?
Oui, en fait, merci. C'est sûr qu'il y a certaines ressources qui font des efforts qui sont concrets et qui viennent changer la donne. Je pense on sait en marge au bunker également qui normalement l'âge maximum qu'une personne peut avoir pour fréquenter le bunker de mémoire c'est 21 ans, mais une personne trans va pouvoir fréquenter le bunker jusqu'à 25 ans. Okay. Ils vont également avoir des services. Il y a un réel effort au niveau du bunker. Je pense aussi aux auberges Madeleine, qu'il y a beaucoup d'efforts d'adaptation qui ont été faits. Chez Doris, je sais qu'au niveau interne, il y a des affaires qui se préparent à ce niveau-là. Mais c'est sûr que ces efforts d'adaptation-là sont vraiment géniaux, mais c'est pas tout le temps assez, en considérant que on part de loin, là. On part vraiment de ressources qui sont extrêmement genrées. Fait que c'est sûr, ça prend du temps pour dégenrer tout ça un petit peu. On part d'une société qui l'est beaucoup. C'est ça. Il y a des mentalités à changer, en fait, tant au niveau des intervenants que des usagers. Ouais. Puis le fait est que les personnes qui sont dans la rue en ce moment n'ont pas le temps d'attendre que ces mentalités-là changent. Fait que c'est vraiment pour ça que, autant que je vais continuer d'appuyer tous les organismes qui veulent s'adapter, puis que je vais toujours offrir mon aide à ceux qui la demandent, il faut travailler en parallèle pour l'établissement de ressources spécifiques, en plus d'adapter celles-là qui sont déjà existantes. Je suis full d'accord, tu sais, je pense que comme il y a l'idée de genre, ah ouais, tu peux offrir une chambre ou on peut des accommodements, ci pis ça, mais si parallèlement à ça, les intervenants sont tout le temps en train de challenger le pronom que la personne utilise. Il y a comme ce double discours-là de comme, tu sais, je pense que c'est très intégré. Puis ça prend beaucoup, tu sais, c'est comme ça demande un réel intérêt de comme comprendre puis de changer ses façons de percevoir puis son cadre de référence parce qu'on est dans une société où le cadre de référence est tellement binaire que comme faut que t'as pas le choix, faut que ce soit intentionnel, que si tu fais pas partie de cette communauté puis que t'as pas des gens autour de toi qui le font partie, tu dois faire le choix conscient, intentionnel chaque jour, tu sais, de travailler sur comme de dégenrer puis de sortir de la binarité pour comme aller respecter les gens puis de pas faire d'assumer puis de faire des liens tout le temps. Puis ça, c'est pas genre une formation de 3 heures que tu as eue dans ta formation continue qui va faire qu'après, toutes les personnes que tu vas rencontrer, ça va être full facile pour toi de les respecter, tu sais. Fait que puis ça demande d'être tellement d'humbleté puis de pas... Il y a plein de choses qui se passent, tu sais, les microagressions, c'est aussi de s'excuser quand tu viens te faire une erreur, puis tu sais... Ben justement, c'est quoi les attentes raisonnables qu'on peut avoir aux personnes qui ont vécu dans une société hyper genrée pendant toute leur vie, des fois plusieurs décennies, de changer complètement. Qu'est-ce qui est attendu un peu, qui est respectable, qui serait respectueux, en fait, de s'excuser une première fois. Ah, je voulais pas te mégenrer, je m'excuse. De le faire trop, c'est un peu too much, mais de le nier complètement aussi, j'imagine. Mais... Je peux te répondre? Rester d'abord dans une position de curiosité constante. Je pense que le baseline, c'est ça. C'est juste de pas assumer que c'est une représentation de ta valeur ou de ton échec ou de ton succès en tant qu'intervenante si tu dis ou tu fais quelque chose qui déplaît puis qui rend inconfortable quelqu'un d'autre. Tu sais, fait que de juste comme d'être curieux, de poser des questions puis d'assumer que c'est pas parce qu'une personne a envie qu'on s'adresse à cette personne-là de cette façon-là que c'est une représentative de toute sa communauté. Puis je pense qu'il y a comme souvent, partir avec des bonnes intentions, mais de juste se challenger. Puis je pense que, de l'autre côté, il y a aussi la patience qui parfois, on parlait un petit peu, peut s'effriter avec le temps de comme, on est dans un sentiment d'urgence, ça fait tellement longtemps qu'on se fait bafouer dans nos droits que comme on veut tout maintenant. Fait qu'il y a comme... On apprend aussi. Puis ce choc est nécessaire aussi parce que s'il n'y a pas une demande parfois un peu, pas excessive, mais qui est un peu plus que ce qui devrait arriver, c'est ce qu'on doit avoir un peu, une poussée contre tout ce mouvement-là sociétal qui est très genré. Il faut qu'il y ait une opposition qui est un petit peu plus forte que ce qui va réellement arriver pour obtenir un certain résultat, j'imagine. Avec une volonté de se remettre en question, moi, je dirais, à la base. C'est ça le minimum que tu demandes. C'est quoi qui devrait pouvoir être fait puis qui serait présenté comme une réelle avancée. C'est ça, c'est de pas être sur la défensive puis d'être en ouverture puis en curiosité par rapport à de quelle façon est-ce que je peux mieux accueillir l'existence des jeunes avec qui je travaille. Qu'est-ce que tu dirais?
honnêtement, j'ai pas grand-chose à rajouter pour donner mettons un exemple concret. Moi, je vois quelqu'un, je le mets genre, la personne me corrige. Ah, désolé, je savais pas, ou je me suis trompé. Je me corrige, on continue la conversation. Puis après, c'est sûr qu'il faut avoir les efforts pour pas que ça se répète après. Parce que c'est sûr que même si tu t'excuses et que tu passes au prochain sujet comme tu es supposé faire, à la longue, avec la répétition, ben, la personne va pogner une nerf là, de manière très compréhensible. En effet. Donc, si on revient rapidement aux ressources qui sont présentes, comment ça va votre projet? Est-ce que ça avance bien? C'est 3 ans quand même que tu dis que vous êtes là-dedans. Est-ce que vous sentez que ça s'en vient bientôt? Parce qu'on a hâte quand même dans le communautaire que ça arrive aussi. On voit définitivement la problématique, entre guillemets. Là. Ben, tellement hâte, en fait. Ça m'est arrivé à plus d'une reprise, en fait, d'être contacté par des personnes qui cherchaient des lits à Maison Lambda, malgré le fait que la ressource n'est pas encore ouverte. Qu'elle n'existe même pas, techniquement. Ouais, exact. Donc, en fait, durant ces 3 ans-là, on a eu des hauts et des bas. C'est certain qu'on reste une équipe qui est pour le moment entièrement bénévole. Et c'est une charge de travail qui est assez immense. Durant ces 3 ans-là, on s'est principalement concentré sur la construction de partenariats avec différents organismes, avec le CIUS. Et en ce moment, on est en processus d'élaboration, comme je mentionnais plus tôt. On va bientôt avoir notre Assemblée générale constitutive, que je veux pas donner de date précise de peur de me mettre le pied dans la bouche, mais on est à la fin de ces démarches-là. Et c'est sûr qu'une fois qu'on va avoir eu notre assemblée générale, ça va être beaucoup plus facile. Une fois qu'on va être un organisme en bonne et due forme aux yeux de la loi, ça va être beaucoup plus facile d'aller chercher du financement. Puis là, une fois qu'on a du financement, on peut finalement embaucher des chargés de projet qui vont pouvoir faire ça à temps plein. Et c'est sûr que ça va vraiment débouler une fois que ça va être fait. Malheureusement, encore une fois, je ne suis pas capable de donner de date précise de c'est quand qu'on va ouvrir les portes parce qu'il y a tellement de facteurs à considérer. Il faut garder le bâtiment, qu'on soit capable de trouver un bâtiment qui est semi-abordable. Vous n'avez pas encore le bâtiment, donc c'est ça? C'est ça, on n'a pas de bâtiment. Vous avez un nombre de lits que vous recherchez? Vous avez en tête un peu? Ça dépend d'une variété de facteurs, mais pour le moment, on vise environ entre 10 et 15 chambres-ish. Okay. On s'est arrêté sur ce nombre-ci parce que, considérant que l'intimité est, autant dire, non existante dans la rue, que c'est un enjeu pour tout le monde, mais particulièrement pour les personnes trans qui sont en train d'entamer un processus de transition, de découverte au niveau de leur genre, l'intimité est encore plus un enjeu. Fait qu'on tenait vraiment à ce qu'on ait des chambres privées, des chambres fermées. Ce qui veut dire, en fait, qu'on peut avoir moins de place que dans un dortoir où est-ce que t'as comme, genre 30 personnes dans une grande salle. Ce serait tout pour de l'urgence? C'est des conversations qu'on a eues qui sont quand même bien avancées, mais j'ai peur de comme envoyer ça dans l'univers puis qu'après qu'on change d'avis. Fait que je vais pas trop parler à ce niveau-là. Ça me dit que c'est des bonnes questions. Oui, mais c'est tous des sujets, c'est ça, qui font des heures et des heures de conversation. Des heures et des heures. Je trouve ça intéressant d'un point de vue sociétal un peu. Là, moi, je suis en marge depuis quand même quelques années, mais ça fait 33 ans. Fait que le début de tout ça, on entend parler de manière imagée, quasiment la légende d'En Marge et son historique. Mais là, c'est le fun de voir quelque chose qui est créé de A à Z vraiment. Puis Nick, tu as la chance de collaborer un peu sur ce projet-là. Ouais, puis c'est beau, là. Genre, c'est vraiment beau à voir de se retrouver tout le monde, tu sais, qui font, comme tu disais, la majorité des gens qui font partie du comité, je sais pas comment on appelle le comité, mais en tout cas. Le comité. Qui sont toutes par épaules, tu sais, puis c'est vraiment, c'est passionné, fait que ça fait que les émotions sont aussi vives, puis tu sais, on argumente beaucoup pour, c'est ça, pour faire valoir tous les droits des gens qu'on pourrait héberger à ce moment-là, puis en tout cas, fait que c'est très excitant, puis très le fun comme conversation. Mais oui. Puis ben, effectivement, c'est super stimulant. On est vraiment du beau monde qui viennent...
on vient principalement tous de la communauté trans-LGBTQ+, dans le comité, mais on provient quand même tous de milieux assez différents, avec des backgrounds professionnels, personnels différents. Je trouve ça vraiment cool de voir cette diversité-là. Moi, j'ai une expérience professionnelle surtout dans les refuges, travailler comme intervenante dans les refuges. Nate, travailleur de milieu, travailleur de rue. On a des personnes qui proviennent de milieux plus institutionnels. C'est vraiment hot de voir tous ces points de vue-là qui viennent se rencontrer. Ouais, puis non seulement ça, tu sais, je pense que ça vient répondre aussi à un besoin de la communauté d'avoir un sentiment d'appartenance puis de se retrouver justement en communauté. Fait que je pense que ça répond même à un besoin pour les personnes qui font partie de cette communauté-là de comme se battre pour un but commun qui vient redonner à notre communauté. Je trouve que c'est très riche, très enrichissant puis ça vraiment. Puis Nate, dans le fond, toi, t'es travailleur de rue. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait quoi un travailleur de rue? On va le mettre sur la table un peu parce qu'on n'a plus personne qui fait du travail de rue concrètement jusqu'ici sur le podcast. Fait que si on a des gens qui nous écoutent depuis le début qui sont comme « Wow, mais c'est quoi le travail de rue? » Ils n'arrêtent pas d'en parler. Rapidement, en une phrase. Ah non! Ça peut être une très longue phrase avec plein de virgules. OK, parfait. Les points-virgules, vas-y fort. Ouais, je pense que le travail de rue, c'est... ma job, je la décris comme... ma job, c'est de créer des relations puis des connexions avec des jeunes. Je travaille à Montmartre. Fait que, tu sais, des travailleurs de rue, c'est pas nécessairement avec des jeunes, mais moi, mon mandat, il est jeunesse. Jeunesse 12 à t'as environ l'air d'avoir 25 ans parce que je carte personne. Fait qu'à la fin de la journée, si tu veux une collation ou un petit jus, je vais te donner un petit jus, puis... Voilà. Mais ma job, c'est de me promener dans le quartier gay, le centre-sud, vers Place des Arts, vers Frontenac. Là, j'ai quand même un gros territoire que je peux couvrir avec mon gros sac à dos. Puis là, il y a plein de choses qui font qu'on peut me spotter. J'ai ma boîte jaune, j'ai mon Naloxone, puis j'ai mon grand sourire et ma volonté d'interagir avec les gens. Puis ma job, c'est de me promener partout jusqu'à ce que je dérange assez pour que les gens soient comme « T'es qui? Puis qu'est-ce que tu fais là? » Puis là, et voilà, j'ai créé une connexion et puis là, je bâtis cette connexion-là jusqu'à ce que tu aies un réseau de connexions puis que là, je chill dans le parc puis que là, il y a 2 nouveaux jeunes qui arrivent puis sont genre « Hey, tu parles à mon ami, t'es qui? » Puis là, de cela se bâtit les liens de confiance. J'accompagne les jeunes dans leurs objectifs personnel, c'est ça, je les supporte dans peu importe c'est quoi qu'ils ont besoin puis envie de faire. Tu sais, ma job, c'est à la base très ponctuel. Fait que là, il va falloir que tu m'arrêtes parce que moi, ma phrase, elle aura pas de point. Tu sais, fait que je réponds dans le ici maintenant, kind of urgence. Genre, j'entends quelqu'un crier dans la rue et là, je cours pour voir où ça crie puis comment est-ce que je peux être là. Je suis là pendant les interventions policières, pendant les arrestations. À chaque fois qu'il y a un jeune, j'essaie de voir, tu sais, de m'assurer que est-ce que leurs droits sont respectés, est-ce qu'il y a un support que moi, je peux amener. Puis de ça, c'est ça, finit par créer des connexions, des relations. Tu sais, j'ai un cell, fait que les jeunes, je leur donne mon numéro, finissent par me texter. Yo, je t'attends le parc, peux-tu te pointer? Puis là, je vais me pointer, puis de ça en découle autre chose. Mais tu sais, beaucoup d'accompagnement. Tu cours beaucoup dans ton travail. Je cours beaucoup. T'es comme un pompier, pas de boyau d'arrosage. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être comme ça qu'on le voit. Puis tu sais, je m'en vais au tribunal, je vais à l'hôpital, au centre jeunesse. Tu sais, je pense que peu importe où les jeunes ont besoin de mon aide, moi, ça me fait plaisir de pouvoir être présent. Puis, je fais des présences dans différents organismes communautaires. Je fais des présences à Jeunesse Lambda, entre autres, qui est là où on se connaît. Jeunesse Lambda, qui est Tu veux-tu expliquer ce que c'est Jeunesse Lambda? Oui, en fait, on en parlait un petit peu plus tôt. C'est un organisme par et pour les jeunes de la communauté 14-30 ans, situé au centre-sud, sur la Tatekène. En fait, c'est un organisme qui vise vraiment à briser l'isolement des jeunes, qui va offrir plusieurs activités, tant ludiques, artistiques qu'éducatives. Souvent, on va avoir des conférenciers qui vont venir jaser de tel ou tel sujet. On va avoir des activités de peinture, de jeux vidéo, plein d'affaires. Puis en plus de tout ça, on va avoir plusieurs services. On va offrir les repas les vendredis. On va offrir des prothèses d'affirmation de genre, comme des camisoles compressives ou des breast forms, tout plein d'affaires.
En plus, les services d'écoute active. C'est vraiment un très cool organisme. On l'adore. On adore, qui est ouvert les vendredis, samedis et mardis. J'encourage tous les auditeurs à aller checker ça sur Internet. Très bel organisme. On parle pas en leur nom, mais on les aime vraiment fort. Exact. That's it, on l'a plugué. Par à notre équipe de montage, de bien mettre le site Internet disponible à ce moment précis, là. Yes. Parfait, sinon il va être dans la description. Mais oui, super bel organisme avec lequel on collabore de plus en plus. Voilà. Puis tout par et pour. Hein? Ouais. Également, ou ça vise le par et pour, tu disais, ou est-ce que Jeunesse Lambda l'est complètement? Jeunesse Lambda l'est complètement. Ouais. donc- Genre, dès que t'as 31, t'as plus le droit de travailler là. OK. Tu perds ta job. À ce moment-là. C'est comme un. Tu passes. Puis il y a effectivement un roulement générationnel de ce niveau-là pour comme, toujours rester au goût du jour, pour toujours représenter la jeunesse, en fait. Puis je Pas trouve juste que la jeunesse, nécessairement. C'est quoi les autres critères que vous avez dans votre par et pour? queer. C'est ça, 14-30 ans, queer. OK. C'est ça. Puis, tu sais, je pense que c'est intéressant. Puis, ça fait un petit clin d'œil à le podcast sur la paraidance par rapport au par et pour. Puis, à comment est-ce que, tu sais, des fois, quand on s'éloigne de l'âge ou en se formant, on devient. C'est ça, tu t'éloignes plus du vécu. Mais là, en ce moment, il y a comme. Tu retrouves moins ce par et pour-là. Fait que je pense que Jeunesse Lambda, c'est vraiment une belle représentation du par et pour pur et dur. On aime ça. On adore On ça. aime ça. Pourquoi on aime plus ça que d'avoir d'autres personnes qui ne seraient pas de la communauté, qui ne seraient pas de l'âge, de donner un autre point de vue? Qu'est-ce qui est vraiment pertinent pour vous? Ça peut être... Fait, en 2 mots, c'est vraiment le savoir expérientiel. Ouais. Écoute, moi, je comprends les problèmes que tu vis en ce moment. Je les ai vécus moi aussi ou je les vis en ce moment. Bon, là, c'est sûr que tout le monde a sa propre réalité. Il n'y a pas 2 personnes qui sont différentes. Mais quand on parle de dysphorie de genre, comme le sentiment que ton corps ne correspond pas à l'identité de genre que tu voudrais avoir, ou que tu as plutôt, quand on parle de dysphorie de genre, c'est un sentiment qui est assez difficile à expliquer en mots de manière qu'une personne qui comprend pas la dysphorie va la comprendre. Par contre, parler à une autre personne, à un intervenant trans qui a vécu ce sentiment-là, ça va vraiment décliquer. Il va vraiment avoir cette compréhension-là qui va embarquer. Et ensuite, la personne qui a elle-même vécu des enjeux de dysphorie va peut-être être en mesure de mieux t'accompagner puis dire « Hey, écoute, moi, j'ai fréquenté telle ou telle ressource par le passé qui m'a aidé. Ça t'intéresserait peut-être. Moi, quand j'avais ces sentiments-là, j'essayais de faire telle ou telle affaire. Ça va peut-être être pertinent pour toi. » Donc, c'est vraiment... L'idée, c'est vraiment que c'est les personnes d'une communauté vont être les personnes qui comprennent le plus cette communauté-là. Puis ça s'applique à la communauté de LGBTQ+. Ça va aussi s'appliquer à toutes les communautés de différentes cultures. Ça va s'appliquer au handicap, à la santé mentale. En général, les personnes comprennent leur propre réalité. Puis c'est vraiment sur ça que le savoir expérientiel va se baser. Bien, justement, je suis allé dans 2 semaines dans le futur. J'ai vu un commentaire sur notre podcast qui a été publié. Je reviens, qui dit « Mais c'est quoi la différence? » Là, c'est ces mots, c'est pas moi. C'est quoi la différence entre la dysphorie de genre et quelqu'un qui aurait consommé, par exemple, dans son passé? Est-ce qu'on a besoin d'avoir consommé pour sentir c'est quoi le feeling vraiment de la consommation pour pouvoir soutenir la personne, l'accompagner? Est-ce qu'on parle de peut-être une dualité d'intervention qui pourrait être présente à ce moment-là? C'est quoi la différence? Je peux y aller si tu veux pas y aller. Non, ouais, vas-y. Ouais. Ouais, Ben tu sais, je pense que le savoir expérientiel, le dénominateur, puis ce qui fait qu'on se rejoint, c'est les expériences dans le ressenti, puis c'est l'émotion qu'on a pu avoir vécue. Fait que tu sais, je pense que comme du savoir, tu sais, tu vas pas aller voir quelqu'un qui a du savoir expérientiel parce que cette personne-là a vécu 10 accouchements pour être comme hey, genre on a besoin de savoir expérientiel présentement, il y a un overdose, viens-t'en, genre tu sais, je pense qu'il y a comme une absence de représentation puis de sentiment de connexion qui va se créer, puis je pense que c'est ça qu'on vient chercher dans le savoir expérientiel. On vient chercher j'ai été à ta place ou j'ai tellement ressenti quelque chose de similaire à ce que tu expériences que présentement juste le fait de m'asseoir à côté de toi, le silence est suffisant parce que tu le sais que je te comprends, puis il y a cette horizontalité là qui est créée. Qui est un autre point, je pense, avec le savoir expérientiel qui va maintenant... On y va. Ouais. Départir du savoir académique, tu sais, puis je pense que...
faut pas, ça va être peu importe dans quel sujet la personne se sent confortable, tu sais. Fait que je pense qu'il y a comme, il peut avoir des rapprochements de comme, j'ai déjà vécu où je vis de la dysphorie du genre. Quelqu'un me parle de dysmorphie. J'ai peut-être pas vécu de la dysmorphie, mais le sentiment est quand même assez similaire. Donc peut-être que je peux m'y rattacher quand même puis utiliser mon savoir expérientiel pour connecter avec cette personne-là. Mais c'est ça. Après ça, je pense que c'est individuel à quel point large on va ratisser par rapport à ça. Mais c'est ça. On revient sur comme c'est quoi l'expérience qu'on a vécue, qu'est-ce que ça nous a amené comme ressenti, c'est quoi les difficultés que ça nous a amené aussi, parce que des fois le savoir, l'expérience va avoir été différente, mais ce qui nous rejoint, c'est on a vécu la même, on a été discriminés. Les deux, on a été discriminés. Et donc, même si on n'a pas été discriminés pour la même chose, si on a pris 7 ans avant d'être capable de se trouver une job, les deux, parce que pour différentes raisons, on n'a pas été accepté ou un appart ou whatever, ben là, il y a aussi ce sentiment-là, le savoir expérientiel revient, puis sa puissance est cherchée là. Donc, l'émotion liée à la discrimination, Ouais. c'est comme un élément plus fort que quelque chose que tu as vécu, que tu as subi dans ta vie. Là, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment par rapport à ta personne intrinsèque. Ouais, moi, c'est Tu vois comme qu'il y a ça une que nuance je qui remarquais. est peut-être faite à ce niveau-là. Ouais. Intéressant. Puis Nate, dans le fond, tu parles beaucoup de savoir expérientiel, tu as l'air de connaître ça. C'est quoi ton rapport avec le savoir expérientiel? Oui, ben, tu sais, je pense que comme on l'a dit aussi dans l'autre podcast que vous devriez vraiment écouter sur la paraidance et le savoir expérientiel, tout le monde a du savoir expérientiel. Genre, je sais comment ouvrir une porte parce que j'ai assez ouvert de portes dans ma vie. Fait que genre, j'ai le savoir expérientiel de ce qu'est le feeling d'ouvrir une porte. Tu sais, je pense que comme on a le savoir expérientiel, c'est des expériences. Fait que j'ai plein d'expériences dans ma vie. Moi, spécifiquement, tu sais, j'ai vécu beaucoup d'itinérance cachée à la fin de mon adolescence jusqu'à il y a pas si longtemps que ça. Puis bon, ça fait que j'ai aussi parallèlement à ça étudié en intervention, ce qui fait que je ne suis pas engagée sur mon savoir expérientiel, bien que ça a été tout établi. Oui, puis c'est ça. Puis quand j'ai fait mon entrevue, je parlais pas de mon CV, je parlais de mon savoir expérientiel. Tu sais, je pense qu'il y a comme on vient avec notre bagage aussi. Puis en tant qu'intervenant, on est tellement notre objet d'intervention que c'est comme voici ma subjectivité. Tu sais, voici mon cadre de référence avec lequel j'entrerai en contact avec les jeunes. Puis je pense que ça c'est une force de savoir aussi là, avec quoi on arrive, parce que on est constamment biaisé par les expériences qu'on a vécues. Fait que bon, moi, je connais les miennes, puis j'ai vécu, c'est ça, de l'itinérance cachée assez longtemps. Puis, je fais partie de la communauté queer. Fait que je vis ces discriminations-là depuis longtemps. J'ai vécu la dysphorie du genre, j'ai vécu, tu sais, différents, l'hormonothérapie, puis bon, etc. Fait que j'ai un sentiment de reconnaissance avec ces jeunes-là, avec qui je travaille aussi. Tu sens le lien, tu sens l'importance que ça a pour ces jeunes-là quand... Je sens la chaleur qu'on partage. Je sens c'est ça, tu sais, je pense qu'en tant que travailleur de rue, quand on se fait former puis qu'on a comme la formation officielle pour être un travailleur de rue, ce qu'ils disent dans la première, c'est ta job, c'est d'être un ami professionnel. Puis je pense que moi, je le ramène beaucoup. C'est quelque chose que j'incarne. Je pense que la façon dont je me positionne avec les jeunes, c'est un peu d'être le frère cool et chaleureux avec qui il va avoir je ramène l'horizontalité de comme, bien que j'ai fait ma technique, bien que je suis allé à l'université pour étudier l'intervention, reste que quand j'arrive puis que je suis assis sur le banc avec toi, je suis pas en train de penser à c'est quoi toutes les techniques d'intervention que j'ai utilisées. Là, c'est comme je connecte avec toi comme je connecte avec n'importe qui, parce que je pense que c'est ça la clé d'une connexion authentique, tu sais. Puis je pense que comme il y a énormément de valeur dans le savoir expérientiel, parce que l'approche puis le positionnement est différent. Moi, je le perçois vraiment dans ma façon d'interagir avec les jeunes. Puis est-ce qu'il y a une complémentarité possible aussi avec l'intervention qui est plus vue comme classique, parce que la majorité, dans le fond, de l'intervention qui est effectuée de manière communautaire, institutionnelle, c'est pas du par et pour. Est-ce que vous voyez une complémentarité entre ces deux éléments-là, sans que ce soit nécessairement de la paraidance? Mais tu sais, je pense tout le monde, comme vous l'avez dit, a un savoir expérientiel. Ouvrir une porte ou écouter quelqu'un qui va pas bien pendant plusieurs années dans un contexte. C'est ça. C'est avec ça qu'on vient en entrevue. Tout le monde, on va parler, oui, je suis allé étudier à tel endroit, mais avec l'expérience de passer des entrevues, je parle même au niveau d'employeur, là, de regarder un peu les personnes qui passent. Ce qu'on veut savoir, c'est quoi ton côté humain un peu, puis comment est-ce que c'est développé ton savoir-être. C'est vraiment ça qu'on se dit. Hey, ça, le savoir-faire, on peut le former. Le savoir-être, il faut qu'il soit un peu là quand même, hein, quand tu arrives à l'âge adulte. Donc,
Est-ce que ça se complète? Oui, C'est est-ce que ça ça la se complète question. quand même bien? Comment vous voyez ça, cette complémentarité-là? Il y a tu sais, dans une organisation qui est plus par épaule aussi. Est-ce que vous voyez un apport? Je pense que, dans le fond, t'en parlais avec le CLSC et puis d'autres Ouais. partenariats qui se font tout de même. Ben, moi, effectivement, je trouve que les deux, ça se complète bien. De l'aspect de savoir expérientiel de part et pour, comme Nate expliquait en tant qu'ami professionnel, c'est vraiment cool de pouvoir. Il y a une facilité de vraiment venir créer un lien qui est fort, puis que après, ça te laisse une bonne porte d'entrée pour pouvoir continuer cette relation-là. Après, c'est sûr qu'il y a plein de techniques d'intervention qui restent pertinentes, qui s'appliquent dans tous les cas. On pense à de l'écoute active, en gros, que ça, de l'écoute active, c'est bien beau savoir expérientiel, mais il faut savoir faire de l'écoute active aussi, qui reste l'intervention plus traditionnelle. Puis je pense que c'est, malgré toute l'importance du par et pour, c'est une erreur de penser que parce que la personne que j'ai en face de moi est queer, que je sais tout son vécu. Moi, je peux comprendre ton sentiment de dysphorie de genre. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'intersections entre comme le racisme, la misogynie, puis la transphobie. Fait que moi, en tant que personne blanche, je vais pas nécessairement avoir le même vécu avec mon genre qu'une femme trans noire. Clairement, puis tu sais, même à la dysphorie de genre vécue de toi avec d'autres personnes, c'est pas la même, c'est pas la même émotion, pas le même soutien que tu as eu autour de toi non plus, au-delà Exact. de tes traits, des caractéristiques physiques, psychologiques. Ce que tu avais eu autour de toi est différent, donc c'est sûr que l'émotion n'était pas pareille non plus, mais c'est l'idée de, si je comprends bien, je m'approche, je suis dans les personnes qui s'approchent le plus de comprendre ce que tu as vécu. Fait que c'est mieux d'aller me voir moi que d'aller voir quelqu'un d'autre qui serait vraiment encore plus loin de cette expérience-là. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Puis, tu sais, je pense que ça revient aussi à cette idée-là de. Je pense qu'il y a une certaine distance de comme ça aide à pas assumer quoi que ce soit. Tu sais, peut-être comme ma réalité, c'est ta réalité parce que je suis trans, puis que j'ai vécu de l'itinérance. Ben, j'ai pas besoin de te poser des questions sur ce qui s'est passé parce que je le sais déjà, parce que je fais juste copier-coller mon existence. Tu sais, je pense que d'avoir cette distance-là, tu sais, par l'étude, par les savoirs académiques aussi qui peut se faire, je pense que ça permet quelque chose qui est plus... je ne saurais pas comment trouver le mot, je pense que j'ai besoin de le chercher, mais qui laisse la place à l'autre à exister pleinement, tu sais, puis de pas trop comme donner sa couleur. Puis d'être comme moi, parce que je l'ai vécu puis que c'est bleu pâle, ben ton expérience aussi est bleu pâle, puis tu sais, de laisser comme cette personne-là créer puis comme exprimer comment est-ce que elle se sent. Je pense que c'est jouer entre le dévoilement personnel puis tu sais aussi d'être comme hey, je suis une personne à part entière, tu es une personne à part entière, on n'est vraiment pas la même personne puis comme on coexiste dans la relation, tu sais. Puis même si effectivement on peut pas, même au niveau même de qu'est-ce que tu as en commun avec la personne, tu peux pas apposer exactement comme Nate expliquait. Après, quand l'autre personne avant toi a peut-être vécu un paquet d'autres enjeux que toi, t'as pas vécu, vous avez peut-être un passé de consommation différent, vous avez peut-être des enjeux de santé mentale qui sont pas pareils. Fait qu'au final, tout ça, ça vient tout s'intersectionner ensemble. Ce qui fait que oui, t'as peut-être une idée d'une partie du vécu de la personne, mais il te manque l'entièreté du portrait, en fait, que tu n'as pas nécessairement en commun. Puis c'est là, je pense que c'est pratique d'aller viser sur des techniques d'intervention qui se basent pas uniquement sur le par et pour. Ce qui est vraiment une partie énorme qui va vraiment loin pour créer une connexion avec la personne, mais à mon avis, c'est pas tout. Mais c'est un outil comme d'autres techniques d'intervention, comme tu dis. Si tu n'écoutes pas la personne, tu peux avoir hey, on est pareil, tu l'as vraiment vécu pareil, mais je suis pas capable de communiquer avec toi, ça fonctionnera pas. Exact. Puis, dans le fond, est-ce que c'est un idéal un peu d'avoir un peu de ce mélange-là, selon vous? Oui. Ouais. Au sein de n'importe quelle équipe de travail, tu as besoin de diversité de points de vue, de vécu, de compétences pour pouvoir travailler en équipe avec tes collègues, puis que, écoute, moi, je comprends bien ces enjeux-là, je vais prendre
telle personne qui ont ces enjeux-là dans mon caseload. Toi, tu comprends plus ça. Tu peux t'occuper de ça. Si on a des questions, on se consulte l'un l'autre. On partage nos expertises en équipe. Puis je pense que les jeunes cherchent des modèles qui seront pas tout le temps les mêmes. Je pense que comme différentes personnes vont matcher puis vont sentir une connexion avec différentes personnes puis d'offrir quelque chose qui devient uniforme même si c'est comme une diversité, qu'il y a quand même cette uniformité-là de diversité qui est incluse, permet pas de se retrouver dans différentes choses. Puis je pense qu'il y a le sentiment des fois d'appartenance qui peut être fort dans « je me reconnais dans cette personne-là ». Tu sais, le jeune est comme « hey, je me reconnais », puis non seulement je me reconnais, mais cette personne-là me démontre que, ayant passé à travers de l'itinérance, que là, maintenant, une job que peut-être moi-même j'aimerais faire. On a beaucoup de jeunes qui nous parlent de périodance puis de volonté de justement redonner dans cette communauté-là. Fait que je pense que ça peut être aidant, mais il y a aussi tous les autres types de modèles qui peuvent être présentés, qui font pas nécessairement, qui est pas une représentation exacte de comme ce qu'eux ont vécu, mais qui va quand même donner un espoir, tu sais, qui vont... C'est ça, fait que chaque personne va aller chercher des trucs différents, puis je pense que ça donne une force à une équipe d'être comme multidisciplinaire dans leur façon de... Plus diverse, plus inclusive. Ouais, c'est ça, exact. Puis ça me fait penser, clairement, on a eu plusieurs jeunes sur notre podcast aussi qui sont venus, mais aussi, je vais mettre l'accent ou l'emphase, je ne me souviens jamais lequel était l'anglicisme, sur ce duo-là qui était là, parce qu'elle était toujours avec une autre personne intervenante qui avait été très importante pour Yale, dans le fond. Et puis... dans le fond, cette relation-là a été nommée particulièrement par une de nos collègues, là, Myriam, qui est passée, puis qui disait qu'il faut vraiment que ce soit des relations quasiment d'amour, vraiment. Il y a vraiment quelque chose qui se crée. C'est pas juste professionnel. Tu parles de la notion d'amis professionnels. Je pense qu'on tend vers le meilleur une relation thérapeutique va être, ou en tout cas de soutien, d'accompagnement. Il faut qu'il y ait cette espèce de cohésion-là entre les deux personnes, puis qu'on sente que non, je suis pas juste là parce que je suis payé. Puis c'est ça qu'ils vont nous dire au début, tu sais, t'es là parce que t'es payé. Ouais. Non, je suis là parce que ça me tente vraiment, je suis là. Ouais. Moi, j'aime vraiment l'idée de la discrimination comme étant l'espèce de point de ralliement, le dénominateur commun de, ben, si t'en as vécu de la discrimination, ben, je te fais plus confiance un peu. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui aussi ont... c'est le vide un peu, ils n'ont pas eu le temps de se construire, l'occasion de se construire en raison de plein de facteurs. Ça peut être du lieu où est-ce qu'ils ont vécu, de manque de liens sociaux qu'elles avaient, mais aussi c'est plus simple, en tout cas c'est très invitant de se projeter dans quelqu'un qui, OK, ben ça, toi tu me ressembles, donc quand même on pourrait peut-être j'ai envie de m'inspirer de ce que tu fais, toi tu as l'air t'es moi dans ce que je veux être dans 5 ans, dans 10 ans, puis c'est inspirant quand même. Mais il y a quand même l'idée, puis je vais finir avec ça, que le fait d'avoir vécu la discrimination va peut-être généralement créer plus d'empathie pour une personne aussi. Donc, c'est peut-être cet effet-là aussi de cette personne-là. Est-ce que c'est parce qu'elle a vécu plus de discrimination ou c'est l'effet que ça l'a fait sur cette personne-là dans son évolution qui fait que, j'ai développé beaucoup d'empathie, ce qui fait qu'en ce moment, je suis bien plus capable de t'écouter. Puis je suis présent. Fait que, tout est dans tout. Il faut que tu en aies vécu un peu d'injustice, puis que tu aies eu ces réflexions-là, puis que tu les aies senties aussi, j'ai l'impression, pour te dire, ben moi, je vais faire de ma vie quelque chose de positif, je vais aller soutenir les autres, aider les autres, accompagner les autres. Puis effectivement, moi, la plupart des intervenants que je connais, puis surtout les meilleurs intervenants que je connais, ont tous vécu cette marginalité-là à un niveau ou un autre, que ce soit au niveau du genre, que ce soit au niveau de la stabilité résidentielle, de la conso. Ou des membres de la famille, tu sais, de voir quelqu'un auquel que tu es attaché puis que tu aimes beaucoup vivre énormément de discrimination. Je pense qu'il y a du savoir expérientiel. De ce que cette personne-là a vécu, tu étais vraiment loin, pour vrai. Le fait de l'avoir vu, tu as développé ton empathie, ce qui fait que tu es peut-être plus présent pour recevoir. Oui, vraiment. Puis tu sais, je pense qu'un des trucs que j'aime de l'intervention puis que je trouve beau, c'est l'idée d'exister. Que ma job, c'est aussi en soi d'exister. Puis le fait que j'existe, puis que je montre aux jeunes que j'existe, puis c'est quoi mon existence, leur donne le goût, leur passe la balle pour
à leur tour exister, tu sais, de façon, puis pas s'excuser d'être, juste pour qui ils sont, tu sais. Puis je pense que ça vient beaucoup de mon savoir expérientiel, parce que quand tu te fais former avec l'idée de, tu dois être une page blanche sur laquelle le jeune peut pitcher son existence pour apprendre à se comprendre, mais que toi, tu sais, en tant qu'individu puis d'intervenant, t'es pas là pour avoir un rapport égal, puis avoir cette comme, j'ai mes quirks que je te démontre, tu sais. Puis je pense que moi, je l'utilise beaucoup à mon avantage d'être comme, tu sais, je vais te le montrer que comme j'ai des faiblesses, j'ai des défauts, j'ai des trucs qui sont peut-être que tu vas considérer ou que la société pourrait considérer de bizarre, puis comme je vais quand même le faire, puis je m'excuserai pas le faire parce que je veux jamais que tu t'excuses d'être qui tu es toi non plus, tu sais, de comme donner l'exemple pour ça, genre. L'authenticité vraiment en tant qu'intervenant, je Ouais. pense que c'est super important. Ouais. Puis le monde va plus venir voir quelqu'un qui sent qu'il est authentique, qui est honnête avec eux à propos de la personne qui elle est, qui... Ça maintient un rapport d'horizontalité, Ouais. en fait, comme on parlait un peu plus tôt. Ouais. Ouais, puis je pense que le travail de rue, moi j'aime bien le voir comme des bouées un peu dans l'océan ou dans la mer. On dit souvent, c'est notre tagline, le phare dans la fugue en marge 12-17. Mais si nous on est le phare qui est au milieu de l'océan peut-être, on a des petites bouées autour qui se promènent. Puis le fait de savoir que la bouée est là, même, ça rassure peut-être les jeunes de se dire, ben regarde, moi je peux errer un peu, je sais que la bouée est là si je n'ai besoin. Fait que je pense que c'est vraiment ce que vous incarnez pour les jeunes. Puis... pour terminer un peu sur une note, mais d'habitude c'est positif. Là, je sais pas trop. Tout ça, le père. Bon, on va terminer sur un naufrage. Peut-être qu'on va réussir à arrimer le port au port. Tout ça, savoir expérientiel. On parle de père aidant dans un ancien épisode aussi. Tout ce qui est diversité de genre et tout ça. Il y a une tendance aussi, à chaque fois qu'on veut faire émaner des besoins sociaux, une problématique sociale, que ce soit instrumentalisé aussi. Est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui est fait de plus en plus par toutes les instances un peu sociétales de dire on veut vraiment être un peu plus populaire plutôt que de réellement être authentique, comme on dit, de vraiment vouloir soutenir les personnes. Puis, tu sais, par la bande d'un exemple un peu, au moment où l'épisode va sortir, normalement, on va être dans la semaine non seulement du travail de rue, mais on va être aussi près de la journée nationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie. Là, je ne sais plus exactement c'est quoi toute la dénomination. Moi, quand elle est partie, je m'en souviens, c'est le jour de ma fête, le 17 mai, fait que c'est toujours dans ma tête, mais c'était la journée de lutte contre l'homophobie. Mais donc, est-ce que c'est un autre outil pour dire on fait des efforts un peu symboliques pour dire que on essaie d'améliorer les choses, mais est-ce qu'on le fait réellement? Je sais qu'il y a beaucoup de bailleurs de fonds qui vont dire on veut vraiment s'accoter à tout ce qui est ADS+, aussi et tout ça. Est-ce que vous voyez ça comme des efforts authentiques? Est-ce que vous voyez qu'on pourrait faire plus? Mieux? Écoute, c'est sûr qu'on peut tout le temps faire plus, on peut tout le temps faire mieux. Au final, ces efforts-là, autant que parfois sont effectivement pas tout le temps authentiques, je pense que ça vient quand même contribuer au changement des mentalités. Comme on est là où est-ce qu'on est en ce moment, en 2025, juste s'afficher puis dire « Ah oui, on a un espace » ou « Ah oui, on veut aider les personnes trans », juste le dire, ça vient signaler quelque chose aux personnes qui sont ouvertement transphobes. Ça vient... Ça reste juste des signalements plus que des actions au final, mais un signalement, ça reste quelque chose. Je sais pas à quel point je m'exprime super bien, là, mais au final... Ça permet aux personnes transphobes de ressortir aussi, puis on sait qu'elles sont là, puis de créer des conflits, ou pas des conflits, mais des discussions peut-être qui n'auraient pas été là si on n'avait pas souligné le côté trans, je sais pas. Tu sais, je suis d'accord avec ce que tu dis, puis je pense que je veux pas... ça serait absurde de cracher sur toutes les opportunités puis les gens qui essaient de s'impliquer d'une façon ou d'une autre. Je pense que des fois, tu sais, c'est comme un couteau à double tranchant aussi, parce que si tu dis que t'es aidant, puis après ça, les jeunes se sentent en confiance d'aller là, puis finalement subissent plein de micro-agressions, il y a comme ce sentiment de comme perpétuel, genre je me fais trahir, puis à chaque fois que j'ose faire confiance, finalement, je me fais davantage violence. Fait que je pense qu'il y a comme cette difficulté-là aussi à manœuvrer, puis tu sais, je pense qu'en ce moment, c'est un buzzword, là, tu sais, je veux dire, je veux pas nommer personne, j'essaie de pas nommer personne, fait que je veux pas nommer rien, mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de grosses compagnies, puis de gros mouvements, événements qui vont comme essayer de
pour la journée ou pour la semaine, tu sais, pour les droits tu sais, ou la fierté gay, tu sais, ben là, il y a comme plein de monde qui se rallie, puis 3 jours plus tard, les pancartes sont parties, là, tu sais. Fait que je pense qu'il y a comme ce pinkwashing-là, puis tu sais, qu'on pourrait parler, mais que là, on pourra pas finir avec ça parce que ça prend un whole podcast about it. Mais tu sais, dans le fond, ils ont pas... c'est pas juste pour la transphobie, l'homophobie, c'est pour plein... les organisations qui vont faire ça vont le faire pour tout ce qui est un peu à la mode, qui va changer aussi. Là, c'est juste qu'on fait partie d'une des communautés qui se fait instrumentaliser. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a l'idée de genre l'instrumentalisation de la communauté. Puis il y a l'instrumentalisation des gens au sein de cette communauté-là, tu sais, qui a plein de façons de vivre. Tu sais, si t'es l'intervenant de l'hébergement où tu travailles ou de l'organisme pour les droits où tu travailles ou de ci ou de ça qui est large, puis là, ils te disent, toi, parce que tu fais partie de la communauté queer, tu vas former notre équipe, tu vas t'assurer de la représentation de la communauté, puis que tout ça tombe sur la responsabilité de cette personne-là. Ça, c'est de l'instrumentalisation aussi. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a plein de façons d'être instrumentalisé, puis c'est souvent, parfois, sournois. Fait qu'il y a comme... Je sais pas c'était quoi ta question initiale, mais comme oui, la communauté se fait instrumentaliser, puis il faut faire attention. Ouais, je suis là pour ça. Mais c'est sûr, autant qu'il y a tout ça, moi, au niveau du... je suis beaucoup dans la recherche de financement pour le projet de Maison Lambda. Fait que, l'air de rien, je mise sur cette volonté-là qui est exprimée. Puis là, c'est sûr, après... Je croise les doigts pour que cette volonté-là soit pas juste exprimée puis qu'elle soit réelle. Puis persistante aussi. Parce que c'est ça, il peut avoir ça, mais sans pérennisation parce que comme c'est un buzzword pendant 3 ans, puis après ça, finalement, tu sais, c'est plus ça qui nous intéresse, on va aller financer autre chose. Là. Je pense qu'il y a tout le temps cette peur-là aussi d'être comme on est juste une trend en ce moment, puis genre, soudainement, les droits matter pour les 3 prochaines années, puis après ça, il y a autre chose qui se passe, puis tu sais, Ça, je pense que c'est partout dans le communautaire comme ça, peu importe le milieu ou le domaine ou la population. Exact. Mais il y a quand même un contexte particulier où... je vais faire mon petit point politique. Nos voisins du Sud, quand même, il y a quand même un gros mouvement qui est très intense en ce moment aux États-Unis de couper tout ce qui est diversité, équité, inclusion, de couper le financement à tout ce qui va arriver. Fait que c'est sûr que ça semble moins pire d'avoir des gens qui vont le faire peut-être à moitié, puis en y croyant à moitié, mais ils vont quand même le faire pour certaines bonnes raisons ici, plutôt que de dire hey, on coupe complètement tout, puis on dit que c'est quasiment criminel de soutenir cette diversité-là. J'ai entendu ce que tu as dit. Je fais une prise de position politique. Non, mais tu sais, c'est ça. Je pense qu'on voit cette mode-là. Les modes changent beaucoup. Par ma maigre expérience aussi avec les bailleurs de fonds, les recherches de financement, les modes ont changé en quelques années aussi déjà de mon point de vue. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui peut quand même demeurer par rapport à la diversité. Je pense que particulièrement où est-ce qu'on est au Québec, il y a quand même ce bassin-là de personnes qui ne veulent pas que ça recule. Donc, je souhaite bonne chance pour votre recherche. Puis si on peut vous aider, n'hésitez pas non plus. Ben, merci de l'offre, merci de l'invitation. Est-ce que tu as des messages que tu aimerais lancer à des gens qui se disent « Ah, ben Maison Lambda, OK, j'écoute le podcast, je suis presque convaincu, mais je ne le sais pas, je suis encore on the fence pour leur donner du financement. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Pourquoi c'est particulièrement nécessaire que ce projet-là arrive en 2025, 2026? » Écoute, je pourrais te sortir un paquet de statistiques puis on serait ici à 1h30 encore. Mais vraiment, la grosse affaire, c'est que les gens les plus vulnérables de notre communauté meurent. À chaque jour, à chaque semaine, on a des personnes trans en situation d'itinérance qui vont mourir de froid en hiver, qui vont des fois malheureusement se suicider à cause de toutes les pressions qu'ils vivent. Notre communauté a besoin de soutien, puis c'est vraiment un enjeu de vie ou de mort. C'est une ressource qui peut et qui va sauver des vies, puis qui a besoin d'exister le plus rapidement possible pour aider les personnes qui en ont besoin aujourd'hui, en ce moment. Puis c'est vraiment juste ça que j'ai à dire. Puis en ce moment, vous cherchez du financement présentement pour vous soutenir parce que vous êtes tous bénévoles. Ouais, exact. OK. C'est entendu. Puis Nate, qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Tu me lances dans la bouche du loup? Tu veux que je parle de... As-tu un petit mot de la fin?
simplement. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je veux dire, entendez Aurélie, entendez la communauté, la bataille pour les droits des gens trans, c'est une bataille qui est beaucoup plus large que ça, puis qui est pour les, tu sais, par rapport à tout ce qui est comme le sexisme, la misogynie, je pense que comme c'est hypocrite de se battre pour les droits des femmes puis de pas se battre pour le droit des populations marginalisées qui sortent de la binarité. Fait que c'est juste... je pense qu'on continue à se battre pour tout avoir accès à des droits qui font sens. Là. Puis je pense que le droit à la dignité, puis le droit à l'intimité, puis au confort, puis à la sécurité devrait prédominer. Je pense qu'on pourrait pas clore une meilleure manière que ce que vous venez de faire. Donc, merci beaucoup. C'était Maudite Marge, épisode 7, je pense, de la première saison. On en a encore quelques-uns qui s'en viennent. Donc, merci d'avoir été à l'écoute et peut-être au visionnement parce que vous pouvez nous voir également sur YouTube et sur Spotify. Donc, on a des petits coucous ici. Et puis, voilà, on se retrouve éventuellement dans un prochain épisode au sujet encore un peu indéterminé. Donc, restez à l'écoute. Merci. Musique qui part.